Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je suis bienvenue dans votre émission Dernier Virage aujourd'hui à partir de Paris, capitale de la France, pour vous proposer un nouveau numéro, comme nous avons promis depuis hier, depuis un certain temps, à quand le tribunal pénal international pour juger tous les crimes du peuple congolais. Ce soir, mesdames et messieurs, votre émission sous la production de Alimia Mongala et sous la réalisation du pasteur Constant Efouanga Esoué et à la présentation, votre serviteur, le pasteur Wombitip Dilingi. Eh bien, je ne suis pas seul dans cette émission ce soir. Je suis, comme vous nous avez promis, avec notre invitée, Madame Diafoutoua Blandine, qui est vice-présidente nationale du RCK, parti politique et présidente internationale de la souveraineté panafricaine. Bonsoir, Madame Diafoutoua. Bonsoir, très cher Tipé Dilingi. Merci de nous accueillir, de m'accueillir ce soir. Nous, quand je dis le nous, c'est le RCK, bien sûr, à votre émission Dernier Virage. Merci. En tout cas, merci. Comment vous allez? Je vais très bien, la santé va bien. Nous sommes assez, assez content de notre avancée aujourd'hui en date de ce mois de novembre 2019, puisque le RCK a fait un grand pas en avant, si je peux dire ainsi, puisque vous le savez, comme vous venez de le dire dans votre présentation, nous sommes devenus un parti politique. En tout cas, merci beaucoup, Madame Diafoutoua. Je vous rappelle qu'elle est psychologue, elle a fait des études de droit international et public et privé. Une femme courageuse, on ne peut pas la présenter aujourd'hui, c'est qui lui vaut le surnom de la dame d'affaires. Déjà, pour que vous me puissiez mettre à l'aise, Madame Diafoutoua, vous voulez que je vous appelle Madame la vice-présidente, Madame Diafoutoua ou Madame la dame d'affaires? Qu'est-ce qui vous semble le mieux, Madame? Ce qui vous conviendra, Monsieur Tipé. En tout cas, on va vous appeler Madame la vice-présidente parce que c'est vos fonctions au sein du RCK. Donc, nous avons dit une femme très courageuse. Nous avons beaucoup de questions. En ces lieux, donc, à quand le tribunal pénal international pour juger tous les crimes du peuple congolais? Donc, on a beaucoup de questions à poser à notre invité ce soir, des questions qui partent de la reconversion du RCK, du mouvement de la résistance en parti politique, de son soutien, effectivement, de son parti au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Madame Blandine Diafoutoua, la semaine dernière, Monsieur Jean-Martin Sali Bongengue, le président du RCK, votre président, a été élu, a été plébiscité Congolais de la semaine. Qu'est-ce que cela vous inspire? En tout cas, nous avons été très contents de voir cette plébiscitation justement de notre président Jean-Martin Sali Bongengue, puisque de tous les combattants de la diaspora depuis plus de 10 ans maintenant, je pense que c'est le seul qui a gardé sa constance et qui a démontré à quel point il était voué au destin de la République démocratique du Congo. Et je pense qu'il le mérite largement, cet honneur qu'on a pu lui donner ce jour-là. Il le mérite largement et largement plus même. Donc je lui passe un petit coucou d'ailleurs de là où il est, pour lui dire qu'effectivement, nous sommes là encore pour lui donner cet encouragement, pour lui dire effectivement que le RCK lui doit beaucoup, puisque si nous sommes aujourd'hui encore ici, vivants, on va dire parmi les survivants de la diaspora, c'est parce que lui, il est à la tête de ce mouvement. En tout cas, merci beaucoup, Madame Blandine Diafoutoua. Nous profitons aussi pour l'instant pour saluer Monsieur Jean-Martin Sali Bongengue, un combattant de primeur, un homme statique, un homme stable, et même courageux, effectivement, qui restera dans l'histoire des annales de la République démocratique du Congo en termes de la résistance et du combat. Bon, Madame Blandine, le 31 octobre dernier, à Paris, dans le 11e arrondissement, si ma mémoire est bonne, tout à fait. Dans une cérémonie magistrale, le RCK, qui est les résistants combattants du Congo, mouvement de pression, mouvement de résistance, mouvement, on connaît tout ce que vous avez fait ici dans la diaspora, à travers le monde entier, s'est converti en parti politique. C'est quand même un pari et un défi énorme, Madame Blandine, que quand nous savons que la République démocratique du Congo, la RDC, notre pays, bat tous les records dans ces domaines. Je pense que nous fleurons ainsi les millièmes des partis politiques. Qu'est-ce que le RCK a des nouveaux que nous n'avons jamais vus à proposer aux Congolais, Madame Diafoutoua?
Merci de cette présentation, puisqu'effectivement, le 31 octobre a été pour nous une soirée inoubliable, mémorable, puisque nous avons eu à faire face à des frères et sœurs africains congolais qui ont su témoigner de l'avancée du RCK et qui ont approuvé et qui nous soutiennent dans cette démarche de devenir un parti politique. Effectivement, nous sommes un parti politique. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que nous avons toujours voulu au sein du RCK. Le RCK a été créé en 2010 pour une prise du pouvoir en République démocratique du Congo. Puisque nous sommes dit que si nous voulions changer les choses réellement en République démocratique du Congo, il fallait que nous soyons aux affaires, il fallait que nous puissions prendre ce pouvoir-là. Donc, devenir un parti politique, l'article 6 nous le dit dans la Constitution congolaise, tout Congolais a le droit de le devenir. Et le RCK prend ce droit de pleine main et est devenu donc un parti politique. Plein droit. Ce jour-là, on a fait un serment, le président du RCK a fait un serment, a renouvelé ses vœux d'engagement au sein de la communauté congolaise et pour le Congo, qu'il servira ce pays et qu'il ira jusqu'au bout de l'objectif du RCK, c'est-à-dire la libération totale du Congo. En tout cas, merci beaucoup, Madame Diafou. Il y avait une question de curiosité. Vous étiez un mouvement de pression, de résistance. Vous appelez Résistants Combattants du Congo, RCK. Aujourd'hui, vous êtes parti politique RCK. Vous gardez les mêmes acronymes, Madame? Nous gardons le même acronyme. Nous sommes toujours les Résistants Combattants du Congo parce que, comme je viens de vous le dire, la libération totale du Congo n'a pas encore vu le jour. Nous sommes dans une guerre, je ne veux pas dire une guerre d'armes, mais une guerre d'esprit, une guerre d'intelligence, une guerre de tactique. Et dans cette guerre de tactique, nous venons de gagner une bataille par la présidence du président Félix Tshilombo. Nous y reviendrons. Voilà. Donc, en gagnant cette bataille-là, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de nous affirmer, de dire que nous pouvons aller au pays et s'enregistrer comme parti politique. Mais nous sommes toujours des résistants. Pourquoi nous sommes toujours des résistants? Parce que l'occupation République démocratique du Congo n'a pas pris fin avec l'élection qu'il y a eu l'année dernière. L'occupation est toujours présente. Elle est encore présente sur plusieurs formes en République démocratique du Congo, notamment sur le fait qu'au niveau des institutions, nous n'avons pas encore la liberté totale, nous n'avons pas encore la majorité totale de la représentativité du peuple congolais. Il y a encore une grosse part que l'occupation détient. Et c'est pour cela que nous gardons notre identité d'être des résistants combattants du Congo, puisque nous allons aller jusqu'au bout de notre objectif, et je le répète de nouveau, la libération totale du Congo. Merci beaucoup, Madame Blandine Diafou-Toa. Nous vous rappelons, fidèles téléspectateurs de votre émission Dernier Virage, faisons un petit coucou à tous les spectateurs qui nous suivent à partir de la République démocratique du Congo à Kinshasa, dans toute l'Afrique, ceux qui nous suivent à partir de l'Europe, ici, continentale, aux États-Unis d'Amérique. En tout cas, merci à vous. C'est bien dans votre émission Dernier Virage. Et ce soir, aujourd'hui, nous recevons Madame Blandine Diafou-Toa, qui est vice-présidente nationale du RCK, qui n'est plus une association ou un mouvement de pression de résistance. Le RCK s'est converti en parti politique. Justement, Madame Blandine Diafou-Toa, dans votre message du mois de mars dernier, lors de la cérémonie et aussi lors de la cérémonie de la reconversion du RCK que nous avons évoqué du 31 octobre et même après au-delà, on a vu aussi vos déclarations le 11 novembre dernier, nous y reviendrons. Vous ne cessez d'afficher votre soutien au président de la République, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La diaspora congolaise ne vous comprend plus. Faites-vous partie aujourd'hui de la coalition hors norme, qu'on appelle coalition hors norme, entre le FCC et les CACH? Êtes-vous dans l'opposition avec la Mouka ou l'opposition républicaine? Je ne sais pas. Où doit-on situer le RCK dans l'environnement politique congolais aujourd'hui? Parce que vous êtes un parti politique qui est constitué. Tout à fait. Merci de me poser cette question, puisque c'est vrai que c'est une question qui défraie toutes les chroniques dans les réseaux sociaux, à savoir si nous faisons partie de cette coalition FCC. Je vous rappelle encore qu'il y a quelques mois de cela, bien avant la prise en fonction du président actuel de la République démocratique du Congo, nous avions dit que cette alliance était contre nature. Et nos propos n'ont pas changé. Cette alliance est contre nature. Donc nous ne pouvons pas rejoindre cette alliance. Si nous avons prêté notre soutien au président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, c'est tout simplement parce que nous avions dit il y a de cela quelques années, et nous avons fait en sorte que cela arrive aujourd'hui, qu'un fils du pays puisse prendre le pouvoir en République démocratique du Congo. Et ce fils du pays, aujourd'hui, s'appelle Félix Antoine Tshilombo. Mais il aurait pu s'appeler n'importe quel autre fils du pays. Comme Fayoulou aussi. Voilà, d'autres candidats comme Fayoulou, Martin Fayoulou, excusez-moi.
comme Jean-Pierre Mbemba, oui, comme Gabriel Mokia. Nous avons eu d'autres candidats aux élections présidentielles qui étaient des fils et des filles du pays. Donc nous aurions pu très bien porter notre soutien à ce fils ou à cette fille du pays. Donc l'identité de la personne à qui nous prêtons notre soutien aujourd'hui n'est là que parce que c'est lui qui a été élu président de la République démocratique du Congo. En l'occurrence, monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc pour cela, il n'y a pas de, comment dirais-je, voir cela de cette façon-là, c'est-à-dire de dire que parce qu'il y a eu une coalition qui a été faite par le président de la République et cette coalition, il l'a faite à défaut d'avoir autour de lui une opposition fiable, une majorité congolaise. Et l'article 78 de la Constitution le dit bien. Si le président n'a pas la majorité, à défaut, il nomme un informateur pour pouvoir créer une coalition avec les forces existantes en République démocratique du Congo. Et en l'occurrence, le FCC, comme nous l'avions dit, fait partie de l'occupation, étant en majorité en République démocratique du Congo. Donc il n'a pas eu ce choix de faire la coalition avec le FCC. Mais aujourd'hui, une coalition, c'est un partenariat. C'est un partenariat qu'on met en place, qui a un début, qui a une fin. Et pour nous, la coalition FCC-Cash aura une fin. À partir du moment où le RCK aura pris ses fonctions en tant que parti politique en République démocratique du Congo, où il fera ses preuves en tant qu'acteur politique d'opposition constructive et d'accompagnement du pouvoir en place, cette coalition prendra fin. Madame Diafoutoua, j'aimerais un peu vous reprendre par rapport à votre réponse tout à l'heure. Vous dites que le FCC, ça fait le jeu de l'occupation. Le fait que le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, accepte de faire coalition avec ceux qui font partie de l'occupation, vous ne voyez pas qu'il y a une contradictoire dans cette coalition? Il n'y a pas de... Comment peut-on diriger avec une coalition qu'on sait, on a mais conscience que ces gens-là font partie de l'occupation, ils font les jeux de l'occupation. Pendant qu'ils sont en train de parler aujourd'hui, les Rwandais sont en train de circuler dans le monde entier pour réclamer à ce qui leur appartient. Ils sont en train de préparer quelque part l'opinion nationale et internationale pour un génocide des Tutsis en RDC. Mais lui, il continue à travailler avec ça. Mais vous ne voyez pas qu'il y a une ambiguïté là-dedans, Madame Diafoutoua? Il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans, c'est à partir du moment où on sait qu'est-ce qu'on veut réellement. Vous savez, nous, au niveau de la diaspora, ce que nous avions clamé comme moyen ou stratégie pour dégager l'occupation, c'était le soulèvement populaire. C'était par la force des armées. Mais ce que le président Félix, en l'occurrence, et d'autres politiciens de l'opposition, Martin Fayoul et tous les autres, si je dois les citer, ont opté pour la voie démocratique. Dans la voie démocratique, il y a des manières différentes de faire que... On n'a pas la même liberté. Je vais vous dire une chose, je vais donner un exemple très précis. Notre Constitution prévoit que le président sortant devient sénateur à vie. En République démocratique du Congo ou encore dans l'ex de Zaïre, il n'y a jamais eu de président sortant qui a laissé le pouvoir à son remplaçant. Donc cet article-là n'a jamais pu être mis en place. En passant par la voie démocratique pour obtenir le pouvoir en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi ne pouvait que faire appliquer cet article de la Constitution. C'est la coalition. C'est-à-dire de la coalition et également du fait que l'ancien président devient sénateur à vie. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas conscient que cet ancien président, ce sénateur à vie, selon les textes, n'est là que parce que les textes le lui ont permis. Mais ce n'est pas une réalité. Ce n'est pas une contre-nature. Vous savez, même dans le soulèvement populaire que nous proclamons, même dans l'avancée, militaire que nous mettions en place, on ne met pas toutes les stratégies en avant. On n'envoie pas tous les meilleurs soldats en avant. On garde les bottes secrètes, comme on dit. On garde l'arme qui va donner le dernier coup et qui va faire partir l'ennemi, qui va vraiment faire tomber l'ennemi. Donc je pense qu'il faut procéder petit à petit, pas par pas. C'est une étape. Je vous ai dit tout à l'heure que nous étions dans une guerre. Et là, c'est une bataille que nous avons gagnée. Donc, on n'a pas dit notre dernier mot. Si aujourd'hui, le président Félix a fait cette alliance contre nature, pour des raisons qu'il a lui-même évoquées, je pense, le 11 novembre, il a dit très clairement pourquoi est-ce qu'il a fait cette alliance-là. Il nous l'a expliqué ici à Paris. Ce n'est pas pour autant que nous sommes d'accord. Mais nous voulons dire au peuple congolais que ce n'est pas ça qui doit nous arrêter pour la libération de notre pays. L'occupation est présente, certes, mais nous aussi nous sommes présents et nous serons encore plus dès que nous aurons mis les pieds sur notre sol. En tout cas, merci beaucoup Madame Blandine Diafoutoua. Je vais juste ici prendre un petit lapsus. Je suivis une image sur les réseaux sociaux. Il y a un commentateur qui disait, Madame Blandine Diafoutoua, que c'est bien effectivement que Kabila ait compris qu'effectivement qu'il devait rendre le pouvoir à un fils du pays à 100%.
il dit que le président Tshisekedi a fait les remises et reprises avec, c'est-à-dire que Kabila a fait remise et reprise avec un fils du pays, avec un vivant. Mais Kabila lui-même avait fait la remise reprise avec qui? Le FCC a tiré sa légitimité où? Je ne vous demande pas de répondre à cette question, à moins que vous ayez une réponse à donner. Je fais un petit lapsus, madame Blandine. On sait très bien qu'effectivement, le FCC n'a jamais eu la légitimité ni du peuple, ni des institutions congolaises. Okay. Et aujourd'hui, effectivement, le président Félix, lui, a tiré sa légitimité du peuple congolais par le vote qu'il y a eu le 31 novembre, pardon. Le 30 décembre. 30 décembre, pardon, 2018, mais également par le fait qu'aujourd'hui, dans la diaspora, il a été accueilli de façon massive et de façon, on peut dire, par vraiment l'amour du peuple congolais. Vous savez, ça fait très longtemps que le Congolais n'a pas eu le plaisir d'accueillir un dignitaire du pouvoir ici dans la diaspora. Pendant 10 ans, nous avons combattu le régime de Joseph Kabila. Nous avons combattu tous les dignitaires de Joseph Kabila. Aucun des dignitaires qui pouvaient arriver ici en France était accueilli avec amour ou avec plaisir. Dignitaires, les musiciens aussi, et les musiciens, et les pasteurs tous ceux aussi. qui ont œuvré pour maintenir en place le régime de cette occupation. Voilà. Merci beaucoup, madame Blandine Diafoutoua. Donc, le 11 novembre dernier, nous étions à Paris, au Dock Pullman de Paris, à Aubervilliers. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, s'est exprimé devant la diaspora congolaise. Le chef de l'État a évoqué beaucoup de choses, beaucoup de questions, la gratuité de l'enseignement, la scolarité élémentaire, ses voyages, la coalition dont nous parlons tout à l'heure, l'aménagement du territoire, la sécurité, la justice. Alors, avant que je puisse répartir en régie pour que nous balance un élément, je vais vous poser une question parce que les commentateurs sont répartis. Vous savez, les Congolais, comment ils commentent les choses. Apparemment, toutes ces personnes qui ont été au pôle, au Dock Pullman d'Aubervilliers à Paris, apparemment, toutes ces personnes ont reçu de l'argent. 200, 300 euros, madame Blandine Diafoutoua. Est-ce que l'RCK n'a pas marchandé son soutien au chef de l'État? Parce que nous connaissons, en termes de contrats, en termes d'alliance, on ne peut jamais donner à une coalition ou à une présidence sans pour autant recevoir quelque chose, parce que c'est les rendez-vous des donner et du recevoir. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, les RCK est devenu un collabo, les RCK ne s'est pas corrompu, les RCK ne s'est pas prostitué, on a là soutenu le chef de l'État, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Vous savez, c'est un peu indécent quand je lis ces commentaires-là, parce que pendant le régime de l'ex-illégitime président Joseph Kabila, il y a eu beaucoup de corruption dans la diaspora. Il y a eu beaucoup de mallettes qui ont circulé, beaucoup de gens qui ont été achetés, des combattants. Tshisekedi veut combattre la corruption aussi. Tout à fait, et des combattants aujourd'hui qui se disent incorruptibles ont été corrompus à l'époque du régime de Kabila. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette époque-là, nous sommes dans l'époque où nous avons choisi un fils du pays à la tête de notre pays. Où c'était une volonté de notre part, où nous avons travaillé pour que cela arrive. Comment est-ce qu'on peut être acheté pour l'accueillir? C'est complètement insensé et indécent de dire cela, parce que le RCK a été le parti, le mouvement qui est resté le plus incorruptible de tous les mouvements de la diaspora. Et ça, je le dis fier et droit dans les yeux. Et je demande à ceux qui ont des preuves d'apporter les preuves. Merci. En tout cas, merci beaucoup, madame Diafoutoua. Moi-même, j'étais là. Je représentais Ali Miamonga là, avec l'émission Dernier Virage, même si on n'a pas eu la carte de presse pour pouvoir accéder au carré VIP. On a fait le travail qu'il fallait avec les moyens. Mais en tout cas, personnellement, j'ai pas été acheté, j'ai été allé écouter le chef de l'État de notre pays. Donc, j'aimerais que nous repartons un peu du côté de la régie, afin que nous balance un élément, ça nous permettra effectivement de poursuivre notre émission. S'il vous plaît, régie. Pour ceux qui veulent que justice soit faite, oui, justice doit être faite, mais pas n'importe comment. Moi qui vous parle, j'ai 1001 raisons de me venger sur tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et je ne vais pas, si je commence à le faire, commencer simplement avec nos amis du FCC. Dans ce cas, je dois reculer jusqu'aux années du régime du maréchal Mobutu. Je vais renforcer les pouvoirs de la justice. Je vais renforcer l'état de droit.
pour que la justice elle-même puisse s'occuper de ses concitoyens, du présent comme du passé de notre pays. Je ne suis pas venu pour régler des comptes personnels. Je suis une institution, je suis le président de tous les Congolais, bons et mauvais, et donc il faut laisser aux institutions le soin de régler les problèmes du Congo. Nous voulons, et je pense que nous instaurons un jour un tribunal pénal pour les crimes commis au Congo. Et ce tribunal sera institué au Congo. Pas à La Haye, pas ailleurs, mais au Congo. Madame Blandine Diafoutoua, merci à la régie, nous avons balancé cet élément. Le chef de l'État parle de l'instauration d'un tribunal spécial pénal pour la RDC à installer en RDC. Alors, nous avons assisté à cette conférence du chef de l'État, à l'invocation de l'instauration d'un tribunal spécial international pour la RDC. Une seule personne dans les carrés VIP, là où se trouvaient les ministres, et les membres du gouvernement, les corps diplomatiques, une seule personne s'est levée, il a levé sa main, c'est la personne de Jean-Martin Sali Bongengue. Qu'est-ce que cela, ça vous dit? Pourquoi est-ce que, parce qu'on l'a pas ici, on aurait bien aimé que le président Sali soit ici, pour qu'il nous dise pourquoi il s'est levé ainsi? Est-ce qu'il était contre la mesure ou alors c'était juste pour dire un ouf? Ben écoutez, c'était un ouf de soulagement. Parce que dans la diaspora, en tant que combattant, on a beaucoup milité tout justement pour que les crimes commis en République démocratique du Congo, ces crimes contre l'humanité, ces crimes de viol utilisés comme armes de guerre, ces crimes de pillage et de balkanisation de notre territoire, ça a été les éléments qui nous a motivés, qui nous a pris de cœur durant ces 10 ans qu'on a crié dans les rues de Paris, dans les rues de Belgique, d'Amsterdam, partout dans toute l'Europe, pour dire que le crime commis contre le peuple congolais est un génocide. Et pour que ce génocide-là puisse être puni, il faut qu'il y ait un tribunal. Mais ce tribunal-là, nous ne le voulions pas n'importe où. Nous voulions que ce tribunal-là se passe au niveau de la République démocratique du Congo pour qu'il soit sous le sceau de la justice congolaise. Pourquoi cela sur le sceau de la justice congolaise? Tout simplement parce que la justice en République démocratique du Congo a encore dans ses articles la peine de mort pour, pour tous les crimes contre l'humanité, pour tous les crimes de violence extrême. Et donc pour cela, quand le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a dit cela, pour nous ça a été une double victoire. Le soutien qu'on lui a apporté est une victoire parce qu'on a bataillé. Mais de fait de nous donner cet élément qui a été un élément fort pour nous dans la diaspora, ça a été pour nous effectivement un ouf de soulagement et on s'est dit oui, il a compris. Oui, il est aussi humain que nous. Oui, il a aussi ressenti la douleur que nous avons ressentie de voir notre peuple aussi maltraité, aussi massacré chaque jour. Oui, il aime le peuple congolais et oui, il aime le Congo. Donc c'est pour cela, je pense que le président Jean-Martin Sali s'est levé comme ça, sans attendre même que le reste de l'Assemblée se lève et a fait surgir le point levé parce que c'était encore une victoire pour nous. En tout cas, donc là nous avons l'explication, c'était une victoire pour nous, comme pour dire que le chef de l'État, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tout cas rentré plein fouet dans la vision du RCK. Voilà pourquoi vous lui avez exprimé ça dans ces gestes-là. Alors, moi la question est de savoir aujourd'hui, parce que les Congolaises qui nous suivent aujourd'hui se posent la question, nous avons les constitutionnalistes et les pénalistes, et effectivement, j'aurais aimé effectivement que nous aurons un avocat ici. Je souhaite qu'effectivement la prochaine émission sur ces thèmes, que nous puissions faire une table ronde avec des avocats, des pénalistes et des constitutionnalistes pour voir dans quelle mesure ce tribunal spécial peut être instauré en République démocratique du Congo. Madame Blandine Diafoutoua, quand nous regardons notre constitution de la République, c'est une constitution où il y a tout un arsenal juridique. Apparemment, tout est prévu là-dedans. Pourquoi encore un tribunal spécial pénal pour la RDC? Quand nous savons effectivement, il y a
il y a quelques mécanismes constitutionnels qui ne donnent pas la possibilité au chef d'État de pouvoir y arriver. Mais quels sont les moyens dont dispose le chef de l'État pour pouvoir parvenir à sa promesse? Alors, pour que ce tribunal puisse être mis en place en République démocratique du Congo, plus particulièrement, c'est d'abord, effectivement, avec l'appareillage juridique que nous avons en République démocratique du Congo. Notre code pénal, notre justice est là. Et notre justice, qui est aujourd'hui une justice qui est indépendante, qui est souveraine, indépendante du pouvoir législatif et indépendante du pouvoir exécutif. Donc, elle est autonome. Et à ce titre-là, elle peut elle-même devenir ce tribunal, ou du moins créer en parallèle un tribunal spécifique pour traiter justement ce genre de crimes qui en République démocratique du Congo, qui ne s'était jamais fait. Un génocide, c'est quelque chose d'épouvant. On parle, c'est juste un mot qu'on dit comme ça, mais voir qu'on a pu massacrer plus de 12 millions d'une population, hommes, femmes, enfants confondus, c'est quelque chose qui ne se fait pas tous les jours. Donc effectivement, il faut que la justice puisse se doter des moyens de pouvoir mettre en place un tribunal spécial pour juger ces criminels qui sont des criminels plus que des tueurs en série. Aujourd'hui, on voit comment les moyens sont mis en place, par exemple ici en France, pour retrouver des tueurs en série. Mais là, c'est plus que des tueurs en série, c'est vraiment des monstres vivants qui arrivent à commettre de telles atrocités. Donc pour cela, c'est vrai que en termes politiques, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, n'a pas les moyens aujourd'hui, n'a pas le pouvoir, peut-être pas les moyens, je dirais, n'a pas le pouvoir institutionnel de pouvoir créer ce tribunal. Mais notre Constitution prévoit quand même certaines possibilités qui lui peuvent lui donner ce pouvoir. Notamment, nous l'avons dit quand il a été élu, que pour qu'il puisse avoir la majorité au niveau de son gouvernement, pour qu'il puisse avoir la majorité au niveau national, il faut qu'il puisse dissoudre l'Assemblée nationale. C'est un des premiers points qu'il devra faire d'ici quelques mois. Parce qu'il n'a pas la majorité. Parce qu'il n'a pas la majorité. On se rend compte qu'il y a beaucoup de couacs. Il y a beaucoup Pendant de couacs. qu'il était en voyage, il s'est dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Nous qui avons été très proches de l'organisation de l'avenue du président, nous qui avons été dans les coulisses du Bristol, nous qui avons été dans les coulisses d'autres hôtels où on logeait certains personnes membres de son staff, nous avons entendu beaucoup de choses et effectivement on sait que il y a beaucoup, les propos qu'il a tenus ici à Paris ont fait bouger cette coalition FCC. Et qu'il y a effectivement, vous le voyez aujourd'hui, l'actualité en parle, beaucoup de déclarations venant des membres du FCC en l'encontre de la démarche du président Félix. Déjà là, Madame Diafoutoua, s'il vous plaît, lorsque le chef d'État dit, bon voilà, je suis pour l'instauration d'un tribunal pénal spécial, pour juger les crimes d'aujourd'hui et d'hier. Je ne suis pas là pour faire la chasse aux sorcières. Je dois réorganiser la justice pour que ça fait très mal aux gens. Parce qu'ils se savent effectivement au sein de l'appareil du pouvoir. Qu'ils sont dedans. Qu'ils sont dedans. Donc de toute façon, ce sera inévitable. Tous ceux qui ont commis un crime, quel que soit le crime en République démocratique du Congo, que ce soit pendant les 21 ans d'occupation dure et ferme et fort que nous avons eu, que ce soit pendant ces quelques mois de transition ou que ce soit bien avant. C'est 23 ans depuis 96. Depuis 96, 23 ans effectivement, ça fait beaucoup, 23 ans mine de rien. Et bien avant encore ces 23 ans, effectivement, il y a eu des atrocités. Et si je dois encore remonter encore plus loin, cette époque coloniale où les Congolais avaient les mains coupées, les bras coupés, où on nous tuait sans compter. C'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne seront pas contents de voir ce tribunal être mis en place. Absolument. Mais je pense que quand un peuple a été massacré comme le peuple congolais l'a été, un génocide, prononcer un génocide, arrêter certains criminels, surtout les commanditaires des crimes, ça serait quelque chose que l'histoire du monde entier devrait pouvoir s'en imprégner et comment dire, et encourager. Aujourd'hui, nous avons dans le monde entier des génocides qui ont été déclarés, qui ont été acceptés, qui ont été actés, qui protègent aujourd'hui certains pays, certaines populations, mais qui ont eu moins de morts qu'en République démocratique du Congo. Alors pourquoi aujourd'hui en République démocratique du Congo, nous n'aurions pas le droit aussi de pouvoir avoir cette protection spéciale d'une population qui a été massacrée, qui a été chassée de chez elle, des enfants qui ont été massacrés à des niveaux abominables, des extractions des organes qui ont été vendus. On a tué des petits enfants rien que pour recueillir leur cœur, rien que pour recueillir leurs reins.
Vous imaginez cette abomination? Et aujourd'hui, nous n'aurions pas le droit de pouvoir avoir un tribunal et de juger ces gens-là. Je félicite d'ailleurs à ce titre la CPI, même si c'est une institution que nous avons beaucoup condamné, puisque c'est une institution qui fait ses choix. Ça, nous en sommes très clairs. Mais pour le coup, dans le cas de Bosco Tangana, les réquisitions du procureur à plus de 30 ans d'emprisonnement pour les crimes contre l'humanité qu'il a commis en République démocratique du Congo, ça, nous tirons notre chapeau sur ce point-là. Et d'ailleurs, j'en avertis les usurpateurs de notre identité. Si aujourd'hui Bosco Tangana a pu être jugé en République démocratique du Congo, c'est parce qu'il a usurpé l'identité congolaise. Donc pour tous ceux qui ont déjà cette identité congolaise, qui l'ont pris par usurpation, sachez qu'effectivement, vous pourrez être condamné. Vous ne pourrez pas, à ce titre-là, être, comment on dit cela, estradé vers vos pays d'origine. Vous resterez congolais parce que vous avez commis des crimes au Congo et vous serez jugé par un tribunal congolais. Quels sont les moyens effectifs que le président peut avoir pour mettre en place ce tribunal? Le moyen le plus simple, effectivement, ce serait que les deux chambres puissent l'accepter, le Sénat et l'Assemblée nationale. Sachant qu'il n'y a pas la majorité, nous savons que ça va être difficile. Mais le moyen suprême, et c'est cela la volonté du peuple congolais, c'est par le référendum. Oui, parce qu'effectivement, il faut que, avant de pouvoir instaurer un tribunal spécial, parce que pendant que nous sommes en train de parler, il y a quand même la Constitution de la République démocratique du Congo. Dans son article 149, c'est la section du pouvoir judiciaire, disposition générale. Article 149, il dit ceci, que la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Les arrêts et les jugements ainsi que les ordonnances des cours et tribunaux sont exécutés au nom du président de la République. Il ne peut être créé des tribunaux extraordinaires ou d'exception sous quelque dénomination que ce soit. Donc la loi, donc là vous avez que sur le plan de la Constitution, je pense, à moins que le constitutionnaliste me contredise par rapport à ce que j'ai dit de ma Constitution à moi, le chef de l'État est un peu verrouillé, il ne peut pas effectivement avoir la possibilité de pouvoir créer ces tribunaux d'exception. Il n'est pas verrouillé, effectivement les textes le disent, mais dans cette même article 149, nous avons juste après ce que vous venez de nous lire, donc c'est alinéa qui dit qu'il ne peut être créé des tribunaux extraordinaires ou d'exception sous quelque domination que ce soit, mais il dit également, juste après, que la loi peut créer des juridictions spécialisées. Et ce que je vous disais tout à l'heure. Mais sachez également que le droit n'est pas quelque chose de fixé, le droit est muable. Et la loi s'adapte aux mœurs de l'époque. Et nous sommes dans une époque où le peuple a besoin d'être sécurisé, le peuple a besoin de justice, le peuple a besoin de réparation, et notamment le peuple congolais. Donc à ce titre-là, avec c'est cette loi cet article qui nous le permet, mais également la volonté d'une justice de se muer selon la volonté de son peuple, nous pouvons effectivement mettre en place ce tribunal pénal international pour le génocide en République démocratique du Congo. Mais pour aller encore plus fort au niveau de nos articles, nous avons l'article 15 de la Constitution congolaise qui est très clair également, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas seulement des massacres, il y a aussi le viol utilisé comme arme de guerre. Vous savez que le viol en République démocratique du Congo, c'est quelque chose qui est affreux. Et l'article 15 est très clair dessus. Je vais aussi, donc je rebondis sur l'article 15 de la Constitution. Les pouvoirs publics veillent à l'élimination des violences sexuelles. Sans préjudice des traités et accords internationaux, toute violence sexuelle faite sur toute personne, dans l'intention de déstabiliser, de disloquer une famille et de faire disparaître tout un peuple érigé en crime contre l'humanité est puni par la loi. Donc ce qui est très clair, en République démocratique du Congo, il n'y a plus de preuves à apporter sur le fait que les violences sexuelles faites sur les femmes, sur les enfants, sur des bébés, sur des mamies, sur des hommes, on n'a plus besoin de faire cette preuve-là. Elles sont existantes, elles sont actées. Et puisqu'elles sont punies par la loi congolaise, par notre article 15 de la Constitution, je ne vois pas comment est-ce que le TPI ne peut pas être mis en place. Comment est-ce qu'on ne peut pas poursuivre ces criminels de guerre, notamment Joseph Kabila, qui est un criminel de guerre. Si aujourd'hui, le président Félix fait alliance avec le FCC, c'était par la force des choses. Mais nous, le peuple congolais, nous sommes conscients que Joseph Kabila est un terroriste, est un criminel de guerre, est un criminel financier, puisque, mis à part le fait d'avoir tué la population congolaise, il a volé. Il y a encore quelques années, les États-Unis avaient pris une de ces
de ces cachettes, si on peut dire ça ainsi, de ces placements dans des zones offshore où on cache, où paradis fiscaux, tout à fait, où ils cachent leur argent. Et il avait à cette époque-là 15 milliards de dollars à son actif. On doit recouvrer normalement. 15 milliards de dollars, alors qu'à l'époque, il n'avait que 10 ou 15 ans de pouvoir République démocratique du Congo, alors qu'il est arrivé ici, nous le savons tous, en botte de caoutchouc et avec pas grand-chose dans les poches. Mais aujourd'hui, il a eu 15 milliards de dollars. Ce qui veut dire qu'en tant que président de la République démocratique du Congo, il n'a jamais déclaré aucun avoir en République démocratique du Congo. Donc tout cela va être poursuivi. Il ne sera pas impunément protégé par la loi. Et même dans notre constitution, même si vous êtes sénateur à vie, qu'il y a une certaine protection, qu'il y a une certaine rémunération, mais il n'y a pas une protection quand on est criminel de guerre, quand on a commis des crimes contre l'humanité, quand on a mis la caisse de l'État dans un état épouvantable. Donc tout cela ne protège pas M. Joseph Kabila, qui ne se sent pas protégé parce qu'il a fait l'alliance avec Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, effectivement, est le président de la République démocratique du Congo, mais il n'est président que par la volonté du peuple congolais. Et la volonté du peuple congolais, je le répète et je le dis, c'est que la justice et la réparation soient faites. Alors, Madame Blandine Diafoutoua, parce que quand nous lisons la Constitution, nous voyons que l'article 153, il dit qu'il est institué un ordre des juridictions judiciaires composé des cours et tribunaux civils et militaires placés sous le contrôle de la Cour des cassations. Il y a aussi ce qu'ils appellent les cours et tribunaux civils et militaires. Il y a aussi ce qu'on appelle le tribunal administratif. Quand vous regardez dans notre Constitution, il y a quand même un arsenal juridique, effectivement, qui nous donne la possibilité de pouvoir, effectivement, poursuivre et atteindre toutes ces personnes. Mais ce qui nous manque, parce que la loi dit spécifiquement ceci, et que l'organisation et les fonctionnements de toutes ces choses sont fixés par une loi organique. Quand on regarde la Constitution de 2006, cette Constitution déjà instaurée, c'est-à-dire dans sa Constitution, à la section qui parle des affaires juridiques et tout, on peut être de la Cour constitutionnelle, de la Cour des cassations. Mais les textes organiques qui régit la Cour constitutionnelle n'est arrivé qu'à la veille des élections de 2018. On a vu des juges qui ont été taillés sur mesure. C'est comme s'ils savaient qu'effectivement il y a des choses qui vont se passer. C'est cela, parce qu'il y a des textes organiques. Même si aujourd'hui on instaure un tribunal spécial pour la RDC, même si on n'a pas la majorité dans les deux chambres du Parlement, on peut passer en référendum, parce que vous avez évoqué effectivement, le chef de l'État a la possibilité effectivement de déverrouiller les deux chambres du Parlement pour aller directement consulter les souverains primaires, pour que les souverains primaires disent qu'est-ce qu'ils doivent faire effectivement dans ces cadres-là. Mais si le tribunal est mis en place, on sait que la loi est là, l'arsenal est là. Ce qu'il manque à la RDC, c'est plutôt un cadre organique. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'hier on ne l'a pas eu, est-ce que demain on a la possibilité de l'avoir, madame? Nous avons la possibilité d'avoir ce cadre organique, cette loi organique. Parce qu'il faut nommer les juges, il faut les loger, il faut les payer. Quand on voit que ces gens sont corrompus, ils ne sont pas payés, comment doivent-ils rendre la justice? Et pour rebondir dessus, effectivement, il faut d'abord commencer par un point, et je pense qu'il l'a cité également pendant son discours, c'est la corruption. Aujourd'hui, si effectivement il y a une justice qui est à 2 poids 2 mesures, même à 3 poids 3 mesures, c'est tout simplement parce que les juges vont vers le plus payant, le plus offrant. Montrer effectivement aux juges que ce n'est pas cela, ce n'est pas comme ça déjà par leur vocation, c'est un péché. Tous ceux qui ont par vocation été vers le plus offrant doivent être rayés des barreaux de Kinshasa ou de Bukavu, de toutes les villes de la République démocratique du Congo, parce que tout simplement la vocation d'un avocat ou d'un magistrat veut qu'il ait l'équité, qu'il soit impartial. Donc si ces juges n'ont pas pu suivre leur équité, il faut effectivement les rayer du barreau et mettre en place d'autres juges, d'autres avocats, d'autres magistrats qui permettront de faire leur travail correctement. Nous avons de plus en plus des avocats qui se font en République démocratique. La jeunesse est là. Cette jeunesse-là qui a une compétence et qui a, comment dire, un souci de réussir, un souci de justice, un souci à ce que le Congo soit redoré. Donnons la chance à toute cette jeunesse-là de pouvoir aujourd'hui faire partie de ces grands magistrats, de cette cour de la Constitution, de cette cour administrative, de cette cour pénale et de constituer justement le tribunal avec cette jeunesse-là. Et aussi, n'oublions pas la diaspora,
puisque dans la diaspora ici, vous avez dit tout à l'heure effectivement que j'ai moi-même des bases juridiques. Je ne suis pas avocate, mais j'ai des bases juridiques. Et à ce titre-là, effectivement, ayant déjà mis le cœur sur la problématique justement de cette justice pour les violences faites aux femmes, notamment juste ça, faites aux femmes et aux enfants, on peut effectivement aider cet appareillage juridique à fonctionner correctement, à rendre les bons jugements selon nos textes de loi. Je vous rappelle que dans notre code pénal, l'article 5.6, c'est-à-dire l'article de la peine de mort, existe toujours. Et c'est une peine qui est effectivement donnée aux criminels de guerre, aux crimes contre l'humanité, aux crimes de violence atroces. Donc nous avons la possibilité, avec le code pénal tel qu'il est ici, même si c'est un code pénal que nous héritons de la période coloniale, puisque je vous rappelle que la plupart des articles datent de 1930-1920. Mais nous pouvons, avec ce que nous avons déjà et avec les modifications qui ont été faites récemment, nous pouvons juger les criminels de guerre chez nous en République démocratique du Congo sans que pour cela nous soyons hors constitution, sans que pour cela nous soyons des dictateurs, sans que pour cela nous soyons que nous changeons nous aussi en criminels. Voilà la réponse que je peux apporter aujourd'hui à cette problématique. Mais bien sûr, la question reste ouverte. Il y a comment je peux dire ça, il y a des stratégies, si je peux dire, où il y a des jurisprudences, voilà, c'est plutôt le terme, excusez-moi, ne vous frustrez pas les avocats et les juristes, il y a des jurisprudences. Nous aurons les avocats ici qui viennent nous parler en l'heure et l'âme de ces problèmes de la Constitution. Qu'est-ce que nous appelons une jurisprudence? C'est effectivement un acte qui est posé, qui est en dehors de la règle établie. Donc les jurisprudences sont tout à fait possibles dans ces cas en République démocratique du Congo. Donc nous ne sommes pas du tout dans une action qui va être fermée. C'est une action qui est ouverte au contraire. Le fait d'avoir lancé par le président de la République le TPI, donc c'est-à-dire le tribunal pénal international en République démocratique du Congo pour le génocide, c'est déjà une ouverture. Maintenant, c'est à nous, en bonne intelligence et en bon constitutionnel, de pouvoir mettre les choses en place. Et cela est possible. Celui qui viendra dire le contraire, c'est qu'il ne veut pas que le peuple congolais ait sa justice. C'est qu'il ne veut pas que les 12 millions de morts, si je ne remonte qu'à la période des 23 ans de l'occupation, soient enterrés un jour avec la paix. Qu'on puisse, comme on dit chez nous, nous sommes des Bantous. Nous sommes des gens qui vivons avec les esprits. Et en tant que Bantou, en tant que spirituel, je ne peux pas consentir qu'un enfant qui a été massacré, à qui on a découpé la tête, à qui on a ouvert le ventre pour prendre ses organes, ne puisse pas avoir la paix dans la mort, puisqu'il ne l'a pas eu dans son vivant. Donc je pense qu'en bonne conscience et en amour pour son prochain, il faut effectivement qu'il y ait justice, pour que le pardon se fasse. Je pense que pour ceux qui sont justement dans cette spiritualité-là, on sait que pour qu'il y ait un pardon, il faut qu'il y ait réparation. En tout cas, merci beaucoup, Madame Blandi. Les tâches sont imparties. Vous avez beaucoup de questions, comme vous avez dit, vraiment à étayer. Et beaucoup de questions qui sont en train de tomber sur la toile, effectivement. Vous avez parlé des crimes très rapidement, Madame Blandi. On a plus du temps. Je pense que la régie va permettre quand même de nous permettre de finir l'émission avec cette dernière préoccupation, parce que ce sont des questions qui sont posées en direct. Les gens qui sont en train de... Vous êtes très nombreux à suivre cette émission aujourd'hui. Effectivement, vous avez parlé des crimes contre l'humanité, des génocides. Il y a des criminels aussi sur le plan financier. Et il y a par exemple monsieur Gabriel Mokia, qui est un propriétaire de plusieurs biens à Kinshasa. Ces biens sont spoliés par des gens qui ont beaucoup d'argent, qui arrivent à payer effectivement à corrompre les juges, les avocats, pour que puissent spolier les biens d'autrui, des criminels financiers qui ont volé l'argent de l'État. Vous avez parlé de l'histoire de 15 milliards. Ça ne rentre pas dans les crimes des génocides. Est-ce que quand vous parlez seulement des génocides, doit-on laisser d'autres crimes aller ailleurs? Nous ne devons pas laisser d'autres crimes impunis en République démocratique du Congo, puisque ce qui s'est fait en République démocratique du Congo, mis à part effectivement nos 12 millions de morts, qui est quelque chose déjà de très atroce, c'est que nous avons eu, et je vous l'ai dit tout à l'heure, le pillage de nos richesses. Nous avons également la balkanisation de notre territoire en République démocratique du Congo. Donc toutes ces personnes qui ont eu à faire ces actes-là ne peuvent pas rester impunies. Pour que plus jamais cela puisse se faire, il faut qu'il y ait effectivement des exemples. Il faut qu'il y ait des têtes qui tombent. Il faut qu'il y ait des prisons qui soient effectivement construites et pour garder des gens à vie. Aux États-Unis, on entend des peines de 200 et quelques ans. Qui vit 200 et quelques ans sur Terre? Personne. Pourquoi on donne ces peines-là? Pour que plus jamais cela se passe. Donc en République démocratique du Congo, avec ce TPI, nous devons être un exemple. Et nous serons un exemple. Donc
juste pour rebondir un peu sur l'actualité actuelle, on voit aujourd'hui que les crimes n'ont pas cessé, même par rapport à la prise de pouvoir de M. Félix Tshisekedi, les crimes n'ont pas cessé. À Beni, on continue de tuer. À Ninembo, on continue de tuer. Pourquoi cela? Parce que nous avons toujours, et ça c'est la preuve que l'occupation est toujours présente chez la République démocratique du Congo. Donc ça, les internationaux que vous êtes, la communauté internationale, c'est la preuve. Donc on n'a pas à chercher ailleurs les preuves alors que les preuves sont là. Par contre, je veux juste interpeller, et la régie, accordez-moi 1 minute pour cela, interpeller l'opinion congolaise. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup des Banyamulenge. Qui est une tribu congolaise qui n'est pas une tribu congolaise, des Baluba, qui sont des cousins de ceux-ci, de ceux-là, qui ont été déportés chez nous il y a plus de 100 ans. En République démocratique du Congo, effectivement, il y a énormément d'ethnies. Mais il n'y a que des Congolais. Si aujourd'hui on met une ethnie à part pour chercher un génocide particulier, ça par contre nous ne sommes pas d'accord. Et dans la diaspora, nous mettons un nom définitif dessus. S'il doit avoir un génocide déclaré, il doit être déclaré pour l'ensemble du peuple congolais. Et non pas pour une ethnie particulière. Puisque nous savons effectivement que la République démocratique du Congo, avec nos frontières, avec notre accueil chaleureux que nous avons eu depuis des siècles et des siècles, qu'il y a effectivement des voisins qui sont sur d'autres territoires depuis des siècles et des siècles. Donc nous ne voudrons pas mettre le cas des Banyamulenge comme un cas particulier. Les 12 autres millions de Congolais qui sont morts n'étaient pas des cas, sont aussi des cas particuliers, excusez-moi. Donc nous voulons faire un ensemble de cela, avec tous ceux qui continuent à mourir aujourd'hui sur le sol du peuple congolais. En étant congolais, en étant massacrés, ils auront droit à la justice comme tout l'ensemble du peuple congolais. Donc nous ne nous égarons pas dessus parce que nous savons que l'ennemi a plusieurs ruses. Et que l'ennemi, n'étant pas parti de notre territoire, peut influer sur les choses ou peut détourner l'information. Donc, peuple congolais qui nous suivez, surtout dans les réseaux sociaux, ne faites pas des scandales en disant « Mais pourquoi vous ne parlez pas des Banyamulenge ?» Les Banyamulenge, s'ils sont congolais, ils vont avoir la même justice que tous les autres Congolais. S'ils ne sont pas congolais, dans ce cas-là, je demanderai à leur pays d'origine de pouvoir les reprendre et de faire justice pour eux au titre de leur code pénal ou de leur constitution. Merci. En tout cas, merci beaucoup, Madame Blandine Diafoutoua. Le temps vraiment nous est imparti. Donc, je ne sais pas si vous avez un dernier mot très rapidement à l'adresse de tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Vous êtes très nombreux. Je vois sur la toile de partout dans le monde entier. Vous avez un dernier mot à adresser à tous les téléspectateurs qui nous ont donné rendez-vous, qui ont accepté notre rendez-vous de ce soir. Un dernier message, je devais déjà merci de nous avoir suivis ce soir. Effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, le tribunal pénal international est possible en République démocratique du Congo. Si nous y mettions tous notre cœur, si nous travaillons tous ensemble, c'est possible de l'obtenir. On ne va pas l'obtenir parce que on a eu aujourd'hui un fils du pays. Non, on l'obtiendra parce que on a tout justement été des victimes de ce système. Et ce système nous le doit bien. Quand je parle du système, c'est le système international qui régit toutes les lois internationales. Et d'ailleurs, il y a eu un rapport de mapping qui a été fait en 2007, 2007. Et dans ce rapport de mapping, il y avait déjà cette possibilité de mettre en place un tribunal international en dehors de la République démocratique du Congo, si effectivement l'État congolais ne pouvait pas le faire. Mais aujourd'hui, l'État congolais est en capacité de le faire. Donc, nous voulons mettre en place ce tribunal et il est possible de le faire. Alors, peuple congolais, nalinga la pona sukisa, au lieu de se divertir na makambo mususu ebele o ezoye la biso à gauche à droite, qu'on aille vers l'essentiel. Les lois to lingi to récupérer mboka na biso, to lingi to bengana occupation, il faut to koisa mitu na bango. To zalaki na kati ya diaspora nde to lo barato boma ndindité to boma mutute. Tolobi te que to boma na Congo parce que nous ne sommes pas des criminels. Mais tolobi que justice fait ça là, ceux qui ont été des criminels aujourd'hui doivent se retrouver devant la justice. Donc ezande et longo ensemble, biso ezala bao bazo se reconnaître était na kati ya président Fachi, na ba oyo bazali ba opposant et à lobby. Tous se rallier ensemble. Ce n'est qu'ensemble les enfants d'un même pays, les enfants d'une même famille, contre ennemi. Mais ceux que et Longo ensemble étaient, on n'arrivera pas à le faire. Et ça, c'est encore donner de l'espace, donner du pouvoir à cet ennemi-là que nous avons réussi à mettre un pied en arrière. Donc, comment dirais-je, des années, il y a occupation et qu'aussi dans quelques mois, on le dira et on le répétera. C'est ça, tout ça à la faveur de la président Félix, mais parce que c'est une réalité.
Et j'encourage encore le président Félix. Nous renouvelons encore notre soutien et nous ne cesserons pas de le renouveler tant qu'il ira dans le sens de la volonté du peuple congolais et tant qu'il ira dans le sens de la vision du RCK. Nous le soutenons pour tous les efforts qu'il fait. Bon, Monaki en la diaspora, on a obtenu effectivement des prêts de plusieurs millions d'euros et de dollars dans divers pays à travers ça pour aider tout justement le peuple congolais parce que nous savons que de l'intérieur Mbongo est allé bloquer toujours pour l'occupation. Donc pour tous Mbongo il faut que libanda ake libanda azu Mbongo azo mema malembe muke otozozwa. On ne peut pas non plus aller demander des milliards à d'autres pays parce qu'il faut tozong sango lobby tolito zala ba mendiant tolito zala comment dire des prisonniers monétaires à niveau wana. Donc peuple congolais là on a au sein à la bino asuka, le RCK est devenu un parti politique aujourd'hui. Le RCK est ouvert à ce que les membres de la diaspora, les membres de la République démocratique du Congo, le peuple deviennent des membres du RCK. Parce que ce parti-là, ce sera le parti où Lelo, Batuming Bazo, croire Nango, Teto Bazo, Sekato Bazo, Yebate, mais ce sera le parti fort de demain. Oui, les lots botier, Bolimbi Saramba Nekonara IDPS, mais Natangi Bino, botier IDPS côté à gauche, botier RCK côté à droite. Yangom Théozana 2023, les deux derniers candidats aux élections présidentielles. En tout cas, merci beaucoup, Madame Blandine Diafouton. Nous avons compris le message. Le RCK soutient le chef de l'État dans toutes les actions qui vont dans les sens. Il y a peuple congolais. C'est à ce titre, effectivement, a mis ses rangées derrière le chef de l'État pour pouvoir le soutenir dans le cadre de l'instauration de ce tribunal international pour la RDC. C'était Blandine Diafouton, vice-présidente nationale du RCK, parti politique, qui est aussi vice-présidente internationale de la souveraineté panafricaine. Votre émission Dernier Virage d'aujourd'hui a connu la griffe de la production de monsieur Alimia Mongala, à la réalisation le pasteur Constant Efouanga Esoué et à la présentation votre ouvrier, votre compatriote les pasteurs Wombi type Dilingi. En tout cas, merci à vous tous qui étaient très nombreux sous la toile à participer et aussi à interagir à travers l'émission. Nous vous donnons un rendez-vous sur un prochain numéro. On essaiera un tout petit peu à élargir l'émission avec des spécialistes en la matière et pourquoi pas aussi aborder d'autres chapitres que le RCK tient dans son soutien au chef de l'État, monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Encore une fois, merci à vous tous et nous vous disons à très bientôt.